Et avec nous pour ce club, Rémi Godot, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef à l'Opinion, Pablo Pio-Vivien. Bonjour. Merci Pablo d'être la rédacteur en chef de la revue Regard. On va parler d'abord de la réforme de l'assurance chômage dévoilée hier par Gabriel Attal. Les règles d'indemnisation seront durcies. Est-ce une réforme nécessaire ou un tour de vis, comme le dénoncent les syndicats? Ce sera à suivre dans le club, mais on va commencer évidemment en parlant des européennes. Alex, on va voir votre journal de campagne dans quelques instants. Et oui, avec notamment Emmanuel Macron qui propose un débat à Marine Le Pen avant les européennes. Alors Marine Le Pen accepte, mais à certaines conditions très très dures. Allez, c'est parti pour la page de ce club consacrée aux élections européennes à 2 semaines du scrutin. Et jusqu'au 9 juin, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et les principaux points de leur programme. Adrien Pain et Noah Bergot sont allés poser 3 questions à Willy Schren, candidat sur la liste Alliance Rurale, liste menée par Jean Lassalle. Il y a évidemment quelque chose dans l'Alliance rurale qui se définit comme la seule vraie liste, je dirais, tournée vers les préoccupations de la ruralité. La ruralité n'est pas un point géographique. Ce sont des valeurs, ce sont des modes de vie et c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de sous-français, il n'y a pas de sous-européens. Il y a des gens qui doivent être égaux devant les services de santé et devant les services essentiels que l'État ou l'Europe doit fournir pour ses habitants. Et j'en arrive au monde agricole. Il y a longtemps qu'on a compris la problématique agricole puisque les gens qui ont ces problèmes sont sur notre liste bien avant la crise agricole. Nous, ce qu'on défend, c'est l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que moi, je veux continuer à manger français dans une production française. Une écologie punitive à outrance, nous, on y oppose une écologie positive. Un animalisme déplacé, nous, un respect du vivant, mais en cohérence, effectivement, avec les êtres humains, avec ces gens qui vivent dans les territoires. Donc oui, il y a un mouvement qui se met en place. Il y a bien d'autres pays qui auront des gens avec qui on discute déjà, avec qui on parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Le bon exemple, c'est ce qui se passait aux Pays-Bas d'ailleurs, où vous avez une liste qui recoupe exactement les valeurs et la motivation de ce que nous faisons ici avec Jean Lassalle et l'Alliance rurale en France. Et quand je vois qu'on est tous les soirs entre 300 et 1000 personnes, je ne peux pas croire une seule seconde que Jean Lassalle est clivant et que l'Alliance rurale ne fera pas un résultat significatif lors de ces élections européennes. Écoutez, un ras-le-bol général de voir que l'Europe n'est plus ce qu'elle a été. Moi, je suis un défenseur de l'Europe. Je suis là pour l'Europe de la paix et de la liberté, celle des pères fondateurs, celle du général de Gaulle, une Europe des nations. Une Europe où on a encore une France dans cette Europe, une France forte. Aujourd'hui, on a plutôt un pays qui est très faible au sein de l'Europe. Et une Europe, effectivement, qui devient omniprésente dans nos vies. Donc revenir à cette Europe fondatrice, celle du traité de Rome, tout simplement. Et pour le reste, et si on travaille déjà sur ce qu'on doit réaliser, c'est-à-dire au moins une cohérence monétaire, ce qu'on n'est pas encore fichu d'avoir avec des pays qui n'ont toujours pas l'euro, hein, qu'on ait au moins une cohérence militaire. C'est encore les Américains qui doivent venir régler nos problèmes aux portes de l'Europe en Ukraine, par exemple. Je ne peux pas l'imaginer et je ne peux pas le comprendre. Voilà, une Europe sûrement plus sociale, qu'on ait au moins une équivalence de train de vie, une équivalence de salaire, une équivalence de conditions qui sont réunies pour que les gens socialement se sentent bien dans cette Europe, avant de penser effectivement à venir superposer un nombre incalculable de normes environnementales qui détruisent aujourd'hui la qualité de nos vies. Aujourd'hui, on a une Europe qui fait vraiment de l'entrisme dans toutes les parties de notre vie, que ce soit notre pouvoir d'achat, nos modes de vie, nos métiers, nos territoires, nos passions, nos traditions, nos identités culturelles. Et je pense que là, l'Europe est allée beaucoup trop loin. Donc s'il y avait une première mesure à faire, ce serait évidemment de diviser à minima ces normes par 2, de ne plus en rajouter pendant un certain temps. Donc s'il y avait une mesure extrêmement urgente à faire, c'est redonner une souveraineté législative à chaque pays européen, dont la France bien sûr en premier lieu. C'est-à-dire qu'une loi européenne ne doit pas s'inscrire en droit français de façon systématique. Il faut prendre le recul nécessaire, voir si l'intégralité de cette loi est applicable, partiellement ou pas du tout. Et voilà pour Willy Schren, qui est donc candidat sur la liste menée par Jean Lassalle. On va continuer à parler de cette campagne des Européennes. Alex, c'est l'heure de votre journal de campagne. Comme tous les lundis, on parle d'Emmanuel Macron, puisqu'il relance l'idée d'un débat avec Marine Le Pen avant le scrutin. Effectivement, Emmanuel Macron veut rattraper le retard de son camp dans les sondages et il a relancé cette idée d'un débat avec Marine Le Pen en s'adressant à un journaliste du Parisien dans l'avion retour de Nouvelle-Calédonie. Je le cite, « Je suis prêt à débattre maintenant avec Madame Le Pen. Après l'élection, ce débat n'aura plus d'intérêt. Je suis président de la République. » Oui, puisqu'il y a quelques semaines, Marine Le Pen était prête à débattre avec le président, mais après les élections européennes. Emmanuel Macron
ajoute « Si on pense que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France, ce que je crois, il faut débattre, je suis à sa disposition, la balle est dans son camp ». Eh bien, Marine Le Pen n'a pas tardé à renvoyer la balle, puisque dans un message sur le réseau social X, ex-Twitter, elle l'affirme, je la cite, « Si le président de la République, qui est le chef de l'État et non le chef de la majorité, descend dans l'arène électorale, alors il doit s'engager à en tirer les conséquences. Je débattrai donc contre Emmanuel Macron s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec de la liste Renaissance ». Voilà, rien que ça, une condition posée par Marine Le Pen pour ce débat, une condition qui n'est évidemment pas acceptable pour le chef de l'État. Écoutez-le, c'était samedi soir lors d'une visite à Tourcoing. Vous a répondu « J'accepte s'il engage sa responsabilité », c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. Et bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team, c'est une élection européenne. Il faut aller sur les enjeux européens, il faut en parler. Il ne faut pas rester caché, c'est tout. Et c'est pas non plus une élection qui doit changer la Constitution. Je sais que c'est toujours difficile parfois pour Madame Le Pen. Elle veut changer la Constitution chaque jour. Non, je le dis, si elle respecte ses militants et qu'elle est prête à débattre, à clarifier ses idées, moi je suis prêt. Donc voilà, on peut se dire que pour l'instant, ce débat n'aura pas lieu. C'est mal engagé. Il a raison de continuer à proposer ce débat, Emmanuel Macron, et de pousser Marine Le Pen à débattre. Pour vous, Pablo ? Ah non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'après ce qui s'est passé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, qui ont débattu ensemble sur le service public il y a quelques jours, quand on voit les résultats, les effets que ça a eu, il y a eu des enquêtes d'opinion à la sortie de ce débat qui ont montré qu'il y avait une majorité de Français qui considéraient que c'était Jordan Bardella qui avait gagné, entre guillemets, ce duel. Je ne vois pas, en fait, dans la stratégie qu'a aujourd'hui l'exécutif à l'égard du Rassemblement national, ce que pourrait faire Emmanuel Macron de plus que ce qu'a fait Gabriel Attal. Leur stratégie, en fait, c'est de montrer que le Rassemblement national n'est pas compétent, que techniquement, en fait, ils sont à côté de la plaque, qu'ils votent des textes sans savoir ce que c'est, que tout ce qu'ils proposent est totalement inopérant, etc. Or, c'est une stratégie qui est adoptée par une grande partie de l'échiquier politique depuis maintenant mais des dizaines d'années à l'égard du Rassemblement national, enfin surtout depuis les années 2000, à partir du moment où le Rassemblement national a commencé à émerger véritablement dans les sondages et dans les urnes, et ça ne marche pas. La seule chose qu'il y a à faire contre le Rassemblement national, c'est de proposer un projet qui soit plus désirable, qui soit plus construit, que les Français en fait aient plus envie de voter pour un projet alternatif que pour le projet du Rassemblement national. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron, comme Gabriel Attal, comme l'exécutif, mais aussi, hélas, comme une partie de la gauche, n'est pas en capacité, en fait, de proposer ce projet plus désirable. Le projet le plus désirable qui est proposé aux Français, c'est celui du Rassemblement national. Ça me fait du mal que de le dire, mais je suis obligé de le constater. Et donc, ce que va faire Emmanuel Macron, en plus, c'est ce qui est absolument terrible, et Alex l'a très bien dit, c'est-à-dire que il donne la balle est dans le camp de Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est elle, en fait, qui est en train de fixer les conditions du débat, en train de dire, bon, voilà, moi j'accepte sous telles conditions. Elle va peut-être choisir aussi les journalistes, le cadre, les questions, en fait, qui vont être posées. Et Emmanuel Macron, lui, se retrouve dans les cordes. Donc, tactiquement, je ne vois pas non plus l'intérêt que d'aller offrir cette épée à Marine Le Pen pour qu'elle le pique au final. Il se trompe de stratégie, Rémi Godeau, pour vous ? Alors la stratégie, en fait, elle n'est pas très nouvelle. On a l'impression que la possibilité du débat est aussi importante que le débat lui-même, parce que ça permet à Marine Le Pen de se notabiliser. Bon, c'est déjà le cas, mais elle continue dans cette stratégie parce qu'elle s'adresse directement, elle serait confrontée au président de la République. Et puis pour Emmanuel Macron, ça lui permet de se présenter en unique et ultime rempart contre le RN. C'est un peu un vieux leitmotiv qu'on entend depuis maintenant des années. Emmanuel Macron le poursuit parce qu'il considère que ça a marché à 2 reprises, même on peut dire à 3 reprises, parce que lors des dernières élections européennes, l'écart entre les 2 listes était finalement assez faible, 1 point je crois. Donc il le reproduit, mais bon, si on prend un peu de recul, ce qui est intéressant, c'est que, vous vous souvenez, en 2002, c'est Jacques Chirac qui refuse de discuter avec Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, parce qu'il ne voulait pas banaliser la haine. Il refuse le débat d'entre deux. Voilà. Et aujourd'hui, on a un président de la République qui cherche le débat, qui essaie de provoquer ce débat avec Marine Le Pen, comme vous le dites, qui pose des conditions qui font que le débat n'aura pas lieu. Donc on voit que
ce que Emmanuel Macron avait déjà dit, la diabolisation morale du Front National devenu Rassemblement National, ça ne marche pas. Et puis, deuxième point, c'est vrai qu'on a l'impression que Emmanuel Macron veut faire un remake, mais à un niveau plus élevé de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire le débat Attal-Bardella, où les commentateurs ont eu plutôt l'impression que Gabriel Attal s'en était mieux sorti, avait mis un peu Jordan Bardella sur la défensive, mais dans les sondages, on s'aperçoit que finalement les Français ont donné un petit avantage, ça reste à confirmer, mais un petit avantage à Jordan Bardella, et on a vu que ça n'avait pas d'impact sur les intentions de vote. C'est une façon de rattraper ça pour vous, le fait que Gabriel Attal, ça n'a pas forcément fonctionné, son débat ? Ça donne au moins cette impression-là. Gabriel Attal a peut-être marqué le point, mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu parce qu'il n'y a pas eu une audience énorme, et puis parce que Jordan Bardella, même s'il était sur la défensive, n'a pas été KO debout par l'offensive du Premier ministre. C'est une manière de rattraper le manque peut-être d'impact du débat de Gabriel Attal dans l'opinion ? Je ne vois pas en quoi un nouveau débat changerait quoi que ce soit. Je pense au contraire c'est pour enfoncer en fait le coin, c'est-à-dire ils continuent en fait dans la même stratégie et ils pensent qu'au bout d'un moment ça va porter ses fruits. Encore une fois, je pense que c'est une grave erreur parce que c'est une stratégie qu'ils ont maintenant depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron en fait a différents gouvernements, ça fait 7 ans en fait qu'ils mènent à peu près la même politique et ils ont à peu près les mêmes arguments à l'égard du Rassemblement national, et ça fait 7 ans que le Rassemblement national, à la fois dans les urnes et dans les intentions de vote, ne fait que monter. Donc je pense que si j'étais Emmanuel Macron, Gabriel Attal et l'exécutif, je me poserais, je ferais un bilan de ces 7 ans et je changerais de stratégie. Alors parler de la stratégie depuis 7 ans, c'est une idée qu'il a eue Emmanuel Macron, qui n'a pas que des soutiens dans son camp, et notamment de la part de son Premier ministre, Édouard Philippe. Il a réagi hier, il était l'invité d'LCI. Que le chef de la majorité discute avec le chef d'un parti politique, débatte avec le chef d'un parti politique, ça me paraît pas scandaleux, ça me paraît assez normal. Que le chef de l'État... J'ai compris que le président de la République avait choisi de lancer je ne sais pas si c'est lancer cette invitation, en tout cas évoquer cette possibilité. Explique que dans un cadre par ailleurs électoral, il se propose de débattre avec avec d'ailleurs une personnalité qui n'est pas un chef de parti, qui est une personnalité politique, qui se prépare sans doute à l'élection présidentielle, mais enfin, c'est plus surprenant. Et c'est un peu plus surprenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un peu plus surprenant, voilà. Voilà, c'est l'euphémisme d'Édouard Philippe, mais est-ce que ça montre qu'il y a une rupture quand même au sein de la majorité sur cette stratégie ? Non, rupture, le mot est un peu fort, mais on voit bien qu'il y a deux tempéraments, que Macron se moque des institutions, des usages politiques, qu'il est sur tous les fronts, et que c'est vrai qu'Édouard Philippe est un peu plus respectueux de certains usages de la vie politique. Alors il y a ça, mais est-ce qu'il y a aussi la place à accorder au Rassemblement national ? Édouard Philippe, d'ailleurs, il dit encore Front National. Hein. Il dit ça n'a pas changé. Ça pose un vrai problème. Vous savez qu'en Italie, l'équivalent de l'Arcom, de l'autorité de l'audiovisuel, a refusé un affrontement, un face-à-face avec Meloni, au prétexte qu'il aurait fallu, pour que ça soit équitable, qu'il y ait des face-à-face avec toutes les autres têtes de liste. Alors, l'Arcom, chez nous, qui est très sourcilleuse sur certains sujets, on ne l'a pas entendu, mais c'est vrai que ça pose un problème. Le problème stratégique que ça pose, on l'a bien vu aussi avec le débat Attal-Bardella, c'est que la rationalité... Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il veut montrer ? Il veut montrer l'incompétence de Marine Le Pen, il veut montrer que Marine Le Pen a changé d'avis sur l'euro, sur Schengen, sur la dette, et que finalement, elle n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Il veut montrer par la rationalité que Marine Le Pen que le Rassemblement national n'a pas à être à ce niveau d'intention de vote. Mais on a vu que ça fait Gabriel Attal. Qu'a fait Gabriel Attal, et on a vu que ça ne marche pas, parce que le populisme, l'exploitation des colères, ça ne va pas avec la rationalité. On a vu un truc assez absurde où finalement Jordan Bardella a dit qu'il n'avait pas lu une loi, un projet de loi ou un texte de loi sur lequel il s'était prononcé, ce qui pourrait nous paraître assez absurde. Non, finalement, c'est passé, parce que ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Et c'est vrai que le populisme change les codes, et que finalement, est-ce que vraiment discuter pour montrer que ça ne correspond pas du tout à une idéologie très structurée, est-ce que c'est un moyen de combattre le RN ? C'est pas évident.
Mais c'est aussi tout simplement parce que les motifs de l'électorat du Rassemblement national dans ces élections européennes ne sont tout simplement pas vraiment européens. Hein. Ce ne sont pas les programmes sur l'Union européenne, les projets européens qui motivent les électeurs du RN sur ce scrutin. C'est de faire un vote contre Macron. Il y a une vraie dimension nationale dans ces élections et c'est là l'atout de Jordan Bardella, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, lui pour le coup, de montrer un projet désirable sur sa vision de l'Union européenne. Hein. Les propositions du Rassemblement national sur l'Union européenne, elles sont difficilement lisibles. En gros, le projet, c'est plus de souveraineté pour les nations, de bloquer un peu l'UE de l'intérieur. Mais Jordan Bardella, il surfe sur ce mécontentement anti-Macron qui est ambiant. Et c'est l'inconvénient du camp présidentiel où, là, comme le dit Pablo, il y a peut-être la nécessité de changer de stratégie et de ne plus faire du anti-Marine Le Pen et aller sur un projet qui donne vraiment envie aux électeurs d'Emmanuel Macron qui, eux, sont plus européens et se sentent peut-être ces temps-ci un petit peu perdus dans le cap qui est dessiné par Emmanuel Macron sur ce quinquennat. Alors ça a toujours... Non, allez-y, Rémi. Allez-y. Ça a un peu toujours été le cas. Hein. Je crois qu'on a toujours reproché au scrutin européen d'avoir des enjeux nationaux. On a toujours reproché aux partis qui étaient en tête d'utiliser le vote sanction. Ce qui est intéressant quand même, et ce qui est peut-être inquiétant, c'est le score du Rassemblement national. Parce que là, franchement, à 33% donné dans les sondages, c'est un score jamais vu. Ce qui est important aussi, c'est que cette poussée du national-populisme, c'est pas qu'une donnée française, c'est qu'on le retrouve partout en Europe. Donc là, franchement, la donne a un peu changé, et ça peut justifier, selon moi, que le président de la République ait envie quand même de rentrer dans l'arène, même s'il ne le fait pas avec les règles de l'art. Giorgia Meloni le fait peut-être avec les règles de l'art, puisqu'elle est tête de liste de son parti. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un peu le feu au lac aussi pour le 9 juin. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a des études, des intentions de vote en fait sur l'ensemble des pays européens, mais la poussée de l'extrême droite qui est divisée aujourd'hui. Hein. Vous avez deux groupes au Parlement européen. On peut même adjoindre à ces deux groupes une partie du PPE, de la droite conservatrice traditionnelle, qui peuvent potentiellement réussir à avoir un semblant de majorité s'ils arrivent à faire des alliances parfois un peu baroques avec certaines personnes du PPE, mais ce qui peut sortir les socialistes, notamment le groupe socialiste, de la cogestion du Parlement européen, d'autant que Ursula von der Leyen, la présidente actuelle, a ouvert la possibilité à une alliance qui serait plus sur sa droite, voire sur son extrême droite, plutôt que du côté socialiste. Donc je pense qu'il y a ça aussi dans la tête d'Emmanuel Macron, qui se dit, il faut vraiment, sur les, 70 ou 80 députés européens français, il faut essayer d'en envoyer un maximum qui ne soit pas du Rassemblement national. 81, on en est à 80. Voilà, pardon. Oui, si on regarde les sondages au niveau européen pour le Parlement européen, effectivement, il y a la possibilité que l'extrême droite rassemblée avec ces deux différents groupes, Identité et démocratie et les conservateurs réformistes européens, que cette extrême droite européenne représente 1/5, voire 1/4 du Parlement européen, avec du coup cette majorité actuelle entre la droite, les sociodémocrates et puis les libéraux, Renew, Renaissance pour les Français, qui va sortir affaibli de ce scrutin, et aussi peut-être du coup l'occasion pour les écologistes, même si on en parle peu des écologistes dans cette campagne, d'être un peu l'arbitre pour une future majorité au Parlement européen. On va parler de l'assurance chômage, puisque c'est l'autre sujet d'actualité. Gabriel Attal qui a dévoilé hier les contours de la réforme. Le Premier ministre durcit les règles d'indemnisation à partir du 1er décembre. On regarde les détails avec Sandra Sercara. Aller vers le plein emploi, c'est l'objectif du gouvernement, et pour y arriver, il durcit les règles. Il va fixer un seul seuil, 57 ans. En deçà, l'indemnisation sera réduite à 15 mois. Les grands perdants sont les 55 et 56 ans qui passent de 27 à 15 mois d'allocation, soit 1 an de couverture en moins. Autre changement, aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour être indemnisé. Ce sera 8 mois sur une période de 20 mois. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, dénonce une réforme criminelle qui va pénaliser tout le monde, les jeunes comme les seniors. Pour Manuel Bompard, coordinateur de LFI, ces mesures d'économie se font sur les dos des chômeurs. Baisser les indemnités au chômage, en particulier
des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi. Or, c'est les gens pour qui il y a le plus de difficultés à retourner à l'emploi et c'est les gens qui sont dans des situations de précarité les plus importantes. Vous allez aggraver encore leurs difficultés sociales et ça ne se traduira pas par des emplois en plus. François Bayrou estime, lui, que c'est une réforme que la réalité appelle et à laquelle aucune majorité ne peut échapper. Toutes les entreprises de BTP, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité, la restauration et d'autres petites et moyennes entreprises, c'est du désespoir. Et il y a beaucoup de jeunes qui pourraient trouver là une affirmation professionnelle. Aujourd'hui, en France, un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Rémi Godeau, c'est la 3e réforme de l'assurance chômage depuis 2017. Est-ce qu'elle était nécessaire ? Je pense que vu la conjoncture économique, oui, elle était nécessaire et que c'est un signal très fort que le gouvernement a voulu donner parce que on est effectivement dans une situation de pénurie de main-d'œuvre avec un chômage qui n'a jamais été aussi bas. Donc ce qui est important, c'est que le gouvernement a une forte légitimité, même si c'est une réforme qui passe plutôt bien auprès de l'opinion publique, parce que les gens sont assez durs finalement avec les chômeurs. C'est une réforme importante d'un point de vue politique parce que le gouvernement est légitime à le faire puisqu'il a réussi à faire drastiquement baisser le chômage. Les syndicats qui aujourd'hui hurlent n'ont pas réussi à se mettre d'accord et en fait, les syndicats et le patronat d'ailleurs, et le fait que le paritarisme ait échoué fait qu'aujourd'hui le gouvernement a repris la main. Ça c'est un point important. L'autre point, c'est que même le patronat va y perdre un peu des plumes. Il avait réussi à avoir une baisse de cotisation qui finalement à laquelle il va devoir renoncer. Il va y avoir un bonus-malus qui va être plus contraignant pour les patrons. Après, c'est un durcissement et des règles d'indemnisation et des règles d'affiliation. Donc oui, c'est une tautologie de dire que ça va toucher les chômeurs. Par la force des choses, on va mettre plus de contraintes sur les chômeurs. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de ce qui se passe au sein de l'UNEDIC, il faut un peu élargir. Ce qui va se jouer, c'est ce que va faire France Travail. C'est le nouvel Pôle emploi. Est-ce que France Travail va pouvoir aider de manière plus ciblée et plus pragmatique les gens qui sont le plus éloignés du travail? Est-ce qu'on va réussir à s'attaquer aux contrats courts? Le bonus-malus, ça vise à réduire la pratique des contrats courts qui sont quand même un gros problème. C'est en France qu'il y a le plus de contrats courts au sein de l'Europe. Or, c'est vrai que si vous enchaînez les contrats courts, vous êtes moins indemnisé, vous avez des revenus plus faibles et donc vous êtes quelqu'un de plus précaire. Donc, il ne faut pas que se focaliser sur cette annonce qui est de fait dure. Il faut voir l'ensemble des mesures et il va y avoir d'autres mesures qui vont être présentées à l'automne avec la nouvelle loi travail qui vont aussi concerner les seniors, concerner les jeunes, concerner la formation et qui vont faire un tout qui fait que, au final, la France revient dans la moyenne européenne. Pablo, il n'y a pas que des mesures dures, c'est un tout équilibré ou pas? Non, je vois pas du tout en quoi c'est... un peu votre réponse. Non, mais je vois pas du tout en quoi c'est équilibré, mais d'abord j'aimerais répondre sur un point formel, parce que vous avez dit oui, le paritarisme a échoué. Le paritarisme, on ne lui a pas donné la possibilité d'exister. Pour avoir discuté avec les syndicats, jamais en fait on leur a donné voix au chapitre, jamais l'exécutif leur a laissé de la place en fait pour faire une proposition digne de ce nom. D'ailleurs, je remarque que Gabriel Attal a fait ses annonces dans un hebdomadaire, La Tribune du dimanche hier, et est annoncé dans le même temps une concertation, donc après les annonces, ce qui est quand même un peu original. Et en plus, c'est la ministre du Travail, donc Catherine Vautrin, qui va recevoir les syndicats, pas le Premier ministre, alors que c'est lui qui fait les annonces. Donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle va avoir à proposer en fait aux syndicats? Ça va être quoi en fait le rapport de force apaisé qu'il peut y avoir entre la ministre du Travail qui n'a pas la main sur le dossier et les syndicats qu'elle va recevoir? Absolument rien. C'est-à-dire que, comme d'habitude, le gouvernement, l'exécutif n'a absolument rien à faire des corps intermédiaires, en l'occurrence des partenaires sociaux. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'il faut, vous avez eu raison de dire que depuis quelques années, c'est la 3e réforme de l'assurance chômage, sachant que on a
pour l'instant, on a à peine réussi à évaluer en fait l'impact qu'ont eu les 2 premières réformes de l'assurance chômage. Dans son interview hier, Gabriel Attal, il cite des études d'impact. Alors c'est assez rigolo, c'est Mediapart qui l'a mis en lumière, parce qu'il y a un moment, il dit oui, vous voyez, par exemple, la réforme de 2019, ça a permis plus de retour à l'emploi, etc. Ça a permis de... Et en fait, quand on regarde l'étude de la DARES qu'il cite, certes, l'étude dit c'est vrai que ça a permis à plus de gens de retrouver du travail. Mais par contre, il faut regarder la qualité des boulots. Et dans l'étude de la DARES, ils disent ça a permis, c'est exactement ce que disait Rémi tout à l'heure, ça leur a permis de retrouver des boulots, mais des boulots d'intérimaires ou des contrats ultra courts. C'est-à-dire absolument rester en fait dans des situations qui sont ultra précaires. Sachant que, en plus, c'est ce que dit aussi la DARES, avec des salaires qui sont moins importants que ce qu'ils avaient auparavant lorsqu'ils avaient un emploi stable. Donc, en fait, il faut regarder l'architecture générale en fait de la proposition gouvernementale. Et aujourd'hui, leur proposition, elle est simple, voire simpliste. Et d'ailleurs, elle va à l'encontre de ce que disent beaucoup d'experts économiques. C'est de dire, en gros, on va casser les propositions qui sont faites par l'assurance chômage, les prestations qui sont octroyées par l'assurance chômage, en genre diminuant la durée d'indemnisation et l'importance de l'indemnisation. Et vous allez voir, ça va remettre les gens au boulot. En fait, c'est pas ça. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? D'une part, ils précarisent les chômeurs et d'autre part, ils précarisent aussi le monde du travail. Parce que du coup, les gens seront forcés en fait de retrouver un travail. Ils n'auront pas le boulot qu'ils veulent et ça renforcera le patronat qui pourra dire bon écoutez, moi, au lieu d'embaucher quelqu'un à 2500 balles, je vais l'embaucher au SMIC et puis les gens seront obligés de récupérer ça. Je terminerai par un point. C'était Les Échos qui avait fait un article dessus il y a quelques semaines. L'assurance chômage est excédentaire. Mais elle est ultra excédentaire. C'est-à-dire qu'il disait qu'entre 2024 et 2028, elle serait excédentaire de plus de 20 milliards d'euros. Et tous les ans, l'assurance chômage est excédentaire. Donc je ne vois pas en fait la nécessité absolue aujourd'hui du gouvernement que de dire mais il faut absolument, c'est même pas comme pour les retraites, où là il nous expliquait que pour les retraites, vraiment les caisses de retraite, elles étaient en train de mourir, etc. L'assurance chômage, c'est exactement l'inverse. Elle est excédentaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? Parce que là, si vous avez moins d'indemnisation, moins longtemps, moi, c'est une vraie question que j'ai envie de poser à Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent que vous allez dégager? On va déjà la poser à Rémi Godot. La réponse pour Gabriel Attal, c'est parce qu'il y a eu des réformes que l'assurance chômage est excédentaire. Non. Deuxième point, quand on est le pays dans lequel les taux de prélèvement est le plus élevé, quand un régime est excédentaire alors que pendant 40 ans, la plupart des régimes ont été déficitaires, on peut se dire qu'il y a la dette à rembourser, on peut baisser les prélèvements. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette réforme. Et du coup, on ne mesure pas le signal que c'est. D'abord, il faut l'assumer, oui, c'est une réforme budgétaire. C'est une réforme comptable, parce que Gabriel Attal dit, lui, c'est une réforme pour atteindre le plein emploi. Mais pas que, mais ça rentre en ligne de compte, bien évidemment. Vous savez, c'est intéressant, la première réforme de l'assurance chômage faite par Macron en 2017, elle crée un nouveau droit, un droit à indemnisation pour les démissionnaires et pour les indépendants. Et puis finalement, c'est cette logique qui est finie, c'est qu'on est dans une situation économique et financière qui fait que ouvrir de nouveaux droits qu'on n'a pas les capacités de financer, c'est fini. On l'a vu avec la réforme des retraites, on le voit aujourd'hui avec l'assurance chômage. Donc il faut assumer le fait que oui, c'est aussi une réforme budgétaire. Deuxième point, c'est une réforme éminemment politique. J'en ai parlé tout à l'heure. Il est hors de question de dire que notre système est généreux. On peut dire que le système d'assurance chômage n'est peut-être pas assez incitatif, il va l'être maintenant. Il est hors de question de dire que les chômeurs sont des feignants, même si, une fois de plus, 2/3 des Français interrogés par sondage disent que les chômeurs pourraient certainement retrouver un emploi. Je ne sais pas si les Français ont raison, mais en tout cas, c'est ceux qui pensent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on change de monde. On change de monde. L'État ne peut plus financer indéfiniment, sans en avoir les moyens, alors, de nouveaux droits. Si je puis me permettre. C'est pas l'État, c'est l'économie, c'est les entreprises en particulier. Mais juste, Rémi, comme ça, Pablo rebondit là-dessus. Quand vous dites que c'est une réforme politique, ça veut dire quoi? Qu'à défaut de garder l'électorat de centre-gauche qui semble perdu et aller vers Raphaël Glucksmann, on essaye de capter celui de centre-droit? C'est une réforme politique dans le sens où on voit bien le malaise des classes moyennes
qui ont, c'est quelque chose d'assez connu, mais qui ont l'impression qu'elles sont toujours de plus en plus taxées alors qu'elles ont de moins en moins accès à des services publics de qualité, des choses comme ça. Donc, effectivement, l'idée, c'est de montrer que le travail paie plus que l'assistanat. C'est le grand truc du macronisme et qui, je pense, est une base assez importante. Donc, cette retraite, elle s'inscrit parfaitement là-dedans. Ça peut être électoralement payant, puisqu'on est quand même à 2 semaines des européennes? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, ça correspond à aucune attente, contrairement à ce que disait Rémi. Je ne vois pas où, dans les enquêtes d'opinion diverses et variées, il y a écrit oui, on a absolument besoin de durcir les règles de l'assurance chômage. Cette question de l'assistanat, c'est assez juste, parce que c'est un thème notamment qui est mis en avant par l'extrême droite. Enfin, ils ont 2 boucs émissaires à l'extrême droite, c'est les assistés et les émigrés. Donc peut-être que c'est une façon en fait de répondre à ça. Le problème, mais pour moi c'est un problème qui est vraiment central, c'est que ce faisant, ils vont casser en fait un rapport au travail que la France avait, en obligeant en fait des gens, en dégradant encore plus les conditions de travail. Or ça, les conditions de travail actuelles, ne pas savoir en fait ce qu'on fait à un poste de travail, ne plus trouver de sens à son travail, avoir des conditions de travail dégradées, c'est aussi un problème que rencontrent d'ailleurs tous les Français, classe moyenne comme pas classe moyenne. Oui. Allez-y. Ouais. Très vite, parce qu'il nous reste 20 secondes. Là aussi, je pense que ce raisonnement est faux, parce que pendant 30 ans, on a accepté le chômage de masse au prétexte que les chômeurs étaient indemnisés. Et au prétexte de refuser les petits emplois. Mais vous comparez un idéal à une réalité. Pendant 30 ans, il y a des gens qui ont été précarisés parce qu'on ne s'est pas préoccupé de créer des emplois et qu'on a préféré indemniser le chômage. Et c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui, et c'est fondamental. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On va regarder ce qu'elle a une de nos quotidiens régionaux tout de suite avec Alex. Et Alex, on commence avec la une de Sud-Ouest, c'est le projet de loi sur la fin de vie. Oui, puisque les députés entament aujourd'hui l'examen du texte dans l'hémicycle, un projet de loi très sensible qui crée le droit à une aide à mourir pour certains malades. Et avant son arrivée en séance publique, eh bien, le projet de loi a été déjà modifié en profondeur par les députés de la commission spéciale formée sur ce projet de loi fin de vie. L'accès à l'aide à mourir a été assoupli pour l'instant, puisque contrairement au texte initial, le malade aura la possibilité de choisir entre le suicide assisté ou l'euthanasie, à voir maintenant si le projet de loi va évoluer dans l'hémicycle pour le débat à l'Assemblée. Début aujourd'hui d'un procès, c'est en Normandie, procès pour trafic de drogue impliquant des élus locaux. Oui, c'est à la une de Le Havre Normandie, un début aujourd'hui au tribunal de Bobigny du procès d'un trafic de stupéfiants entre la ville de Canteleu en Seine-Maritime et la région parisienne, un trafic démantelé en 2021 et dans lequel l'ancienne maire socialiste de Canteleu, Mélanie Boulanger, et son adjoint Asbi Colac sont poursuivis pour complicité de trafic de drogue. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs communications téléphoniques entre ces 2 élus et les trafiquants, et notamment un appel dans lequel les trafiquants demandaient à Mélanie Boulanger de faire cesser les contrôles de police sur leur point de deal. Le lendemain, elle donnait des instructions en ce sens à la police. Mélanie Boulanger estime avoir été victime de pression dans cette affaire. Des nouvelles rassurantes pour l'environnement, la une de la Provence. Et oui, la mer Méditerranée va mieux, puisque pendant 10 mois, des scientifiques ont réalisé un inventaire exhaustif de la faune vivant sur les côtes méditerranéennes, et cette étude révèle que des espèces qui étaient en voie de disparition réapparaissent dans la Méditerranée. Le mérou n'a pas disparu, tout comme les requins-anges qui sont très discrets, mais les scientifiques ont trouvé des traces ADN qui attestent de leur présence. Une espèce invasive, le crabe bleu, se développe en revanche, et puis la pollution de la Méditerranée diminue également. Allez, on finit par du sport, mais pas de foot du coup. Ah non, on finit par du rugby cette semaine à la une de la Dépêche du Midi, puisque les joueurs du Stade Toulousain, sacrés champions d'Europe samedi, ont défilé hier dans la ville rose. Les rouges et noirs, avec leurs trophées, ont fait un passage notamment sur la place du Capitole devant 12 000 supporters. Et puis on finit par la une de Monaco Matin, consacrée à la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Charles Leclerc qui est monégasque, cela faisait 93 ans qu'un monégasque n'avait pas gagné cette course mythique, et le prince Albert en a même versé une larme.
Eh oui. Je comprends. Ouais, on a tous regardé cette victoire de Charles Leclerc. Merci beaucoup, Alex. On regarde vos unes, la une de l'Opinion, c'est la fin de vie également. Les députés face aux ambiguïtés de l'aide à mourir, c'est à lire aujourd'hui dans l'Opinion. Et les européennes, la une de la revue Regard. Pablo, européenne, et si on évitait la catastrophe? C'est la question posée à la une de votre revue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 22h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.